Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes Isabelle Et Marthe. les conférencières du Musée des Augustins. Et aujourd'hui, on a rendez-vous avec un chef-d'œuvre. C'est vrai. On avait très à cœur avec Marthe de vous montrer aujourd'hui Notre-Dame de Grâce. Tout à fait. Vous savez que le Musée des Augustins est fermé pour travaux. Cependant, il a ouvert 4 mois cet été, donc cet été 2023. Mais Notre-Dame de Grâce ne faisait pas partie de la présentation scénographique. Et beaucoup de gens nous l'ont demandé. Alors on s'est dit, il fallait qu'on en parle. Oui, tout à fait. Et puis il y a d'autres raisons aussi. Oui. C'est important de vous dire que c'est une sculpture qui a une histoire très complète, complexe aussi et à la fois passionnante, avec une grande campagne de restauration qui a été organisée autour d'elle dans les années 2000. Donc on s'est dit que c'était un véritable sujet et qu'on avait de la matière pour vous en parler pendant 30 minutes. Le challenge est là, 30 minutes, une œuvre, il y a de quoi dire. Oui. Alors cette œuvre-là constitue véritablement un chef-d'œuvre de la fin du Moyen-Âge. Et c'est vrai que c'est un petit peu la Joconde du musée des Augustins. Oui, il y a des personnes qui n'entrent au musée des Augustins que pour la voir. Parfois, oui. Ils peuvent ressortir parce qu'ils sont tellement comblés que ça suffit. Oui, alors c'est important de vous dire aussi qu'à l'origine, elle n'était pas au musée des Augustins, elle se trouvait en fait dans l'église du couvent des Jacobins, et puis elle est arrivée dans les collections du musée en 1805, mais elle n'a pas toujours été ici. Donc on va parler d'une période, je vous l'ai dit, qui est la fin du Moyen-Âge. On se situe entre le XIIIe et le XVe siècle. Voilà ce qu'on appelle la période gothique. Et on va vous montrer donc des visuels sous tous ces angles où on va vraiment pouvoir voir cette sculpture et comprendre bien, ce qui en fait un chef-d'œuvre. C'est parti. Alors pour commencer, avant de vous présenter l'œuvre, c'était important pour nous aussi de parler des origines de Marie. Pourquoi il y a ce culte et cette dévotion autour de Marie, c'est ce qu'on appelle le culte marial. Eh bien en fait il se développe essentiellement à partir du IIIe siècle en Orient, mais il arrive vraiment en Occident à partir du Ve siècle et l'appellation Notre-Dame d'ailleurs arrive beaucoup plus tard, il faut attendre les croisades, c'est-à-dire le XIe siècle. Et puis voilà, cette dévotion vraiment grandit, il y a beaucoup d'effigies dans nos églises qui rendent hommage à Marie. Et alors pourquoi elle est si importante en histoire de l'art notamment? On la représente beaucoup parce qu'en fait c'est un intermédiaire extrêmement important. Elle a un rôle d'intercesseur, c'est-à-dire qu'en fait on passe par elle pour s'adresser au Christ. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, on la représente en histoire de l'art avec une sorte des codes. Donc, on retrouve très souvent notamment une couronne. Elle a une couronne parce qu'elle devient la reine des cieux. Alors là, elle gouverne sur la terre entière. Elle a un rôle extrêmement important. Donc, c'est pour ça qu'on la retrouve souvent couronnée. Mais les vierges à l'enfant ne sont pas couronnées habituellement. La nôtre, c'est un cas particulier. On y reviendra. Et puis vous avez aussi souvent un manteau qui est très grand, très ample, parce que l'objectif c'est justement de déployer son manteau au-dessus des humbles et des faibles pour mieux les protéger. Donc elle a vraiment ce rôle de vierge protectrice. Et juste pour terminer, c'était important aussi de vous dire que le culte qu'on porte à Marie est vraiment lié aux catholiques et aux orthodoxes. Mais les protestants, eux, respectent Marie pour son rôle, mais ne lui vouent pas en fait un culte ou une dévotion particulière. Donc on n'aura pas de représentation de Marie dans la religion protestante. C'est vrai. Alors maintenant, on va essayer de vous la décrire par le menu. Et vous voyez bien qu'elle est assise sur un banc de pierre ouvragée, et elle tourne un visage donc rêveur vers la gauche. Donc vous avez donc d'emblée ce déséquilibre des attitudes qui confère à l'ensemble de ce groupe une impression de vie et de mouvement, et ça c'est saisissant. Donc de la tête et des épaules, l'enfant sort de ce schéma pyramidal dans lequel la composition vient s'inscrire. Donc vous voyez comme elle est élégante avec son manteau ample et blanc qui est doublé de fourrure dorée. Et cette fourrure, ça s'appelle le vair. V-A-I-R. C'est comme le soulier de Cendrillon, qui est en fait un soulier fait de fourrure du petit gris, c'est-à-dire une variété d'écureuils de Russie. Oui, et pas en vert comme on le voit dans Disney, on se demanderait comment elle peut marcher avec. Donc en fait, il est intéressant de voir aussi que la robe bleue est très ajustée, donc au niveau du haut du corps, et cela met l'accent sur cette toute petite poitrine et sur les membres frêles de cette toute jeune fille, qui doit avoir à peu près 14 ans. Pourquoi? Parce que nous sommes au Moyen-Âge et que être adulte au Moyen-Âge, c'est avoir 14 ans. On va se marier vers 13 ans, avoir des enfants à 14 ans. On meurt jeune. Donc les étapes de la vie commencent beaucoup plus tôt, étant donné que l'espérance de vie, c'est à peu près 40 ans. Oui, donc le sculpteur, il avait sûrement un modèle qui devait être une jeune maman de 14 ans. Bien sûr.
Alors, vous notez également l'or du galon de la robe, ainsi que la couronne, hein, qui devait être rehaussée de perles et de pierres, parce qu'on voit des petits percements, des trous réguliers, mais il n'y a aucune trace donc, de colle ou de rouille. Donc, on ne sait pas si les pierres ont véritablement été placées, notamment dans ce galon de la robe. Alors, notez les carnations, les teints qui sont très pâles, hein, et il y a donc effectivement des bandeaux de cheveux ondulés et dorés, hein, qui forment de très jolies petites boucles. Les yeux sont bleus, hein, ceux de l'enfant également, hein, avec ces mêmes pommettes rosées. Et regardez, pour l'enfant, il y a cette chemise très rouge, le rouge a subsisté, donc à partir d'un col vert foncé. Donc lui aussi, l'enfant, a un petit visage triste qui obéit aux mêmes règles que celui de sa mère, avec juste ce qu'il faut de rondeur assez attendrissante. Alors, vous notez qu'il y a comme une perte des mains, mais c'est parce que, en fait, les mains ont été sculptées à part, à la différence des mains de la Vierge. Et la perte de ces mains constitue la lacune la plus importante du groupe. Alors, on a reconstitué ces mains donc au début du 19e siècle, et puis après délibération du conseil municipal, on les a supprimées, donc vers les années 1930, soit un siècle plus tard, parce qu'on s'est aperçu vraiment que voilà, restaurer une œuvre, ça n'est pas la compléter. Enfin, la bouche qui est bien dessinée, la bouche de la Vierge qui vient esquisser une jolie petite moue, hein, et regardez le menton saillant, avec un petit bout rond et volontaire. C'est tellement adorable. Voilà, le front large et plat, le nez long, presque donc aquilin, et vous avez donc des yeux en amande relativement espacés. Et voyez ces minces sourcils haut placés qui composent un visage triangulaire avec des traits fins, hein, tellement charmants, tellement juvéniles. C'est vrai que c'est très agréable de la voir de près comme ça avec tous ces zooms. Mais si on revient en fait à son apparence générale, ce qui questionne, c'est vraiment cette position. Pourquoi il y a cette position entre ces deux personnages, entre l'enfant qui va d'un côté et la Vierge Marie qui regarde complètement de l'autre? Ils se font presque dos à dos. Et là, en fait, il y a plusieurs hypothèses, parce qu'on n'a pas vraiment la réponse, mais on peut vous en proposer plusieurs. Et notamment, il y a une des hypothèses qui pense que cette sculpture appartenait à un groupe, qu'elle était au cœur d'un groupe. Et par exemple, eh bien, il y avait les rois mages à côté de l'enfant Jésus. C'est ce qu'on appelle l'adoration des mages. C'est quand les rois mages viennent rendre visite à l'enfant pour lui apporter des cadeaux. Si on a élaboré cette hypothèse, c'est parce qu'il y a d'autres vierges à l'enfant dans la région, notamment sur un tympan d'une église à Toulouse, l'église Saint-Nicolas. Et en fait, on vous le montre ici, on a donc une vierge à l'enfant et il y a les rois mages d'un côté, et puis il y a Joseph qui regarde la scène de l'autre côté, ce qui pourrait justifier peut-être un tiraillement entre les deux personnages parce qu'il y a beaucoup d'animation autour d'eux. Sauf que quand on observe ce visuel, on s'aperçoit en fait que l'enfant est attiré d'un côté, mais que la Vierge ne se tourne pas quand même. Donc voilà, on n'est pas tout à fait sûr de cette hypothèse, mais c'est quand même intéressant de pouvoir observer ce qui se fait en même temps autour. Oui. Alors, on peut apporter une autre explication à ce côté écartelé. C'est vrai qu'elle semble se détourner de son fils pour ne pas lui montrer à l'avance la souffrance, le chagrin, hein, qu'elle ressent. Oui. Elle ne peut pas se réjouir du bonheur d'être mère parce qu'elle sait ce qui va se passer. Et on a envie, dans ce sens, de parler de l'autre élément de cette composition. Il y a la mère, il y a l'enfant, mais il y a un objet. Et cet objet, c'est le livre. Et c'est le livre qui lui révèle peut-être la suite de l'histoire. Donc, ce livre qu'elle tient donc sous son bras, est-ce que c'est une Bible? Et il y a là un brouillage chronologique, parce qu'il est évident que quand Marie donc, a son enfant dans les bras, hein, son histoire n'est pas encore écrite, mais l'œuvre a été réalisée bien plus tard. Et là, on a l'impression que le sculpteur aime donc ce brouillage chronologique, justement. Il est intéressant de dire également que tout semble accablant donc, pour Marie, dans la mesure où la couronne est trop grande et que le manteau est trop lourd. Donc elle est vraiment triste et tout semble trop lourd pour ses épaules, hein, voilà. Finalement. Oui, tout à fait. Alors, on a envie aussi de se questionner sur sa provenance. On va essayer de décrypter un petit peu les mystères qu'il y a autour de Notre-Dame de Grâce, parce qu'il y en a des mystères et on ne va pas répondre à tout. Et on vous l'a dit en introduction, à l'origine, elle n'était pas au musée des Augustins, elle se trouvait donc au couvent des Jacobins. Vous avez donc dans l'église, vous avez cette colonnade en fait, et puis vous avez une chapelle axiale qui est la chapelle principale du chœur au bout de ces colonnes, et c'est là que se trouve
retrouver Notre-Dame de Grâce jusqu'en 1805 où elle arrive au musée des Augustins. Mais alors les questions que l'on se pose, et les questions sont multiples, a-t-elle été faite pour être placée là? Où a-t-elle été réalisée? Et surtout par qui? Et pour qui? Et à quel moment? On va essayer de répondre un petit peu à tout ça petit à petit, avec quelques indices qui se cachent dans l'œuvre. Oui, alors on avait envie de sauter de joie quand on s'est dit qu'il y avait du texte sous la sculpture et qu'on s'est dit qu'à partir de là, on allait tout comprendre et on allait tout savoir. Mais vous allez voir que c'est pas si simple, parce qu'il est noté, donc au bas de son manteau, eh bien l'inscription Notre-Dame de Grâce. Alors, les grâces, revenons sur ce terme, ce sont les prières que les fidèles adressent à Marie en espérant d'elle qu'elle soit l'intermédiaire idéal pour les transmettre à son fils, comme Marthe vient de vous le dire. Oui. Alors, on se dit qu'on a beaucoup de chance d'avoir cette inscription, mais on peut donc être étonné dans la mesure où c'est là de la langue d'Oï qui est utilisée, ce qui nous éloigne du midi de la France. Si ça avait été de la langue d'oc ou encore de l'occitan, on aurait eu, donc non pas Notre-Dame, mais Nostra Daona, et non pas de grâce, mais des gratia. Donc en fait, ici, on n'a pas l'occitan. Et c'est vrai que ça nous plonge dans beaucoup de réflexions. Alors, l'inscription a en effet sans doute été souhaitée et composée par le commanditaire, mais on ne sait pas qui l'a commandé. Donc, on n'est pas renseigné. Mais on peut aussi se dire qu'on peut très bien imaginer qu'un Toulousain, ayant commandé cette œuvre, un Toulousain de souche, ait choisi la langue du roi. Ça aussi, on peut se le dire. Donc voilà, on n'avance pas vraiment avec cette belle inscription. Et c'est encore plus compliqué parce que regardez au centre, il y a en fait ce qui a la forme d'un blason, d'un écusson, et donc dessus il y avait les armoiries du commanditaire très probablement. Oui. Donc on aurait pu trouver le commanditaire et donc là résoudre beaucoup de mystères. Eh bien non, la Révolution est passée par là et après 1793, on détruit vraiment toutes ces armoiries. Il y a ce qu'on appelle le vandalisme révolutionnaire et tous les emblèmes qui sont caractéristiques en fait de l'ancien régime avant la Révolution ont été complètement détruits et bûchés, c'est comme ça que l'on dit. Donc on ne peut pas savoir qui est le commanditaire. Par contre, on s'aperçoit qu'aux extrémités de l'écriture, il y a ce qui ressemble vraiment à une croix occitane, on reconnaît avec les petites boules sur le côté, donc on comprend bien qu'il y a un lien en tout cas avec la région. Et puis, autre indice possible, les motifs sur la chemise de livre. Parce qu'en fait, ce que vous voyez là, ce livre dont Isabelle vous a parlé, eh bien, il y a une chemise, une sorte de protection qui le recouvre, qui est en cuir, qui est fermée en fait avec ses attaches, ces ferrures. Et puis, on voit que c'est très tendu au début et très souple vers la fin. Et il y avait des motifs qui étaient peints dessus. Et souvent, ça peut nous aider et nous donner des indications sur le lieu de création quant à ce qui se faisait selon une région ou une autre. Eh bien, non. Figurez-vous que ce n'est pas caractéristique d'une région. En fait, ces motifs-là, on les trouve très fréquemment dans l'enluminure et la peinture des Pays-Bas jusqu'à l'Italie, donc un peu partout. Donc ça non plus, ça ne nous aide pas. Voilà. Alors, en fait, des scientifiques s'accordent à dire qu'elle daterait des années 1460-1480, parce qu'ils considèrent donc qu'il y a cet extraordinaire développement de ces drapés qui donc est tout à fait représentatif de la fin du XVe siècle. Parce que plus tard, les drapés sont représentés beaucoup plus fins, beaucoup moins encombrants. Voilà ce que l'on voulait vous dire. Donc, Notre-Dame de Grâce a l'aspect donc d'une jeune femme avec des habits de cour. Et ça aussi, c'est important pour la datation. Parce que justement, en fait, jusqu'au milieu du XIIIe siècle, la dame est idéalisée. Elle est pure. Les chevaliers combattent pour leur dame. Et le roman courtois et donc nous parle de l'élégance de ces figures tout à fait irréelles. Ça fait partie en fait des sources qui nous aident à comprendre un petit peu pourquoi elle est à ce point idéalisée. Oui, tout à fait. Donc grâce à ces détails-là, on peut imaginer une date. Donc vraiment, on est à la deuxième partie du XVe siècle. Voilà. Mais l'enquête continue. Ne croyez pas que ça s'arrête là. Parce qu'on ne trouve pas le commanditaire. Bon, on a à peu près une date de réalisation, très bien. Mais qu'en est-il de l'auteur finalement? Et ça, c'est vraiment important parce qu'on s'aperçoit grâce à des analyses stylistiques qu'il y a une curieuse conjonction d'influences entre un courant méridional, un courant du sud, et bien une manière de faire typique du centre de la France. On le voit vraiment avec cette noblesse et cette gravité dans les expressions. On va le détailler un petit peu plus. Mais c'est important en fait de vous dire qu'à une époque, ce n'était pas possible de laisser un chef-d'œuvre anonyme. Il fallait absolument
trouver un auteur. Donc on a avancé plusieurs noms pour essayer de résoudre un petit peu l'enquête et le mystère. Et notamment, on a à un moment parlé de Jacques Morel. Alors Jacques Morel, c'est un sculpteur qui a beaucoup voyagé. Il est passé par de nombreuses villes, à Lyon, à Montpellier, mais aussi à Toulouse. À Toulouse dans les années 1425 à peu près. Et il a œuvré aux Jacobins à ce moment-là. Donc en fait, on se dit que c'est super, ça tombe très bien. Et en plus, on décèle des points communs avec d'autres œuvres, notamment des gisants. Il y a des gisants qui sont les gisants de Charles de Bourbon et d'Agnès de Bourgogne qu'on vous montre ici, qui se trouvent en fait dans une église en Auvergne-Rhône-Alpes. Et en fait, on peut créer des rapprochements par rapport aux drapés, dont on vous a un peu parlé tout à l'heure. Regardez la souplesse dans le traitement du tissu du manteau, aux multiples ondulations. Donc là, on se dit que finalement, il y a un point commun et que ça peut marcher. Mais le problème, Isabelle vous l'a dit, on a daté Notre-Dame-de-Grâce de plutôt la fin du XVe siècle. Et en fait, ce Jacques Morel était à Toulouse plutôt au début du siècle. Donc finalement, ce n'est pas compatible et ça ne marche pas. Aïe, aïe, aïe. Alors, il se trouve qu'on avance un autre nom, qui est celui donc de Pierre Viguier. C'est un sculpteur enraciné dans la région donc toulousaine. Et il a été donc l'élève de Jacques Morel dont Marthe vient de vous parler. Et d'ailleurs, il aurait travaillé avec lui à la cathédrale de Rodez. On est en Aveyron au milieu du XVe siècle. Et il serait l'auteur, donc, eh bien, en Aveyron, de choux frisés, donc, qui sont ces petites feuilles que vous avez de part et d'autre du blason. Des petites feuilles qui sont très dentelées, qui sont très serrées. Donc, c'est vraiment un motif de sculpture donc, que l'on retrouve à la Chartreuse de Villefranche de Rouergue. Et donc, ce sont à peu près les mêmes que l'on retrouve à la base de Notre-Dame-de-Grâce. Mais ces décors végétaux sont fréquents à cette époque. Il n'existe donc pas d'œuvre de référence qui permettent d'identifier clairement le style de Pierre Viguier. C'est donc important de dire aussi qu'il existe au Moyen-Âge des artistes qui travaillent en corporation, il y a des dynasties, il y a des ateliers, et il y a beaucoup de monde à l'intérieur donc de ces groupements. Oui, c'est pas facile de détacher un nom finalement. Absolument. Oui. En tout cas, il est évident de dire que Notre-Dame-de-Grâce s'inscrit vraiment dans le cadre d'une production locale diversifiée finalement, parce que, comme on vous l'a dit tout à l'heure, on sait qu'il y a un foyer artistique toulousain très présent et qui aurait pu œuvrer à sa création, mais il y a aussi bien, des références stylistiques qui appartiennent aux ateliers bourguignons. En fait, la sculpture bourguignonne se développe beaucoup entre le XIVe et le XVe siècle et elle a été très marquée par tous les ateliers d'artistes qu'il y avait autour du duc de Bourgogne, qui était très important. En fait, il était aussi puissant qu'un roi à cette époque. Donc, tous les artistes affluaient autour. Et donc, ça donnait vraiment un style très particulier. Les caractéristiques sont vraiment un petit peu semblables à Notre-Dame-de-Grâce. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'œuvres qui représentent de la douceur, de la sérénité, des attitudes émouvantes. Et puis, on retrouve dans la sculpture bourguignonne ces étoffes très épaisses, des ondulations amples, des plis souples et généreux, des têtes inclinées parfois, des visages triangulaires, une forme de mélancolie aussi dans les visages. Donc on pourrait se dire que ça marche. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir une sculpture réalisée donc ou attribuée à Claus de Verve, qui est en fait un artiste hollandais, mais qui s'est installé en Bourgogne au XVe siècle et qui nous propose en fait une Vierge à l'enfant ici. Et en fait, on retrouve des caractéristiques similaires finalement, c'est-à-dire bien justement cette douceur entre les deux, ces émotions qui sont très développées. On a une Vierge assise sur un banc, regardez la manière dont tombent les plis, dont ils sont parfois anguleux, parfois très ronds. Donc en fait on retrouve bien des choses qui sont assez semblables, le livre aussi qui est de nouveau là, mais par contre il y a des choses qui sont différentes par rapport à Notre-Dame-de-Grâce, c'est que là elle n'est pas couronnée, elle est beaucoup plus âgée et surtout il n'y a pas l'opposition entre les deux personnages. Et oui. Donc en fait, cette œuvre véritablement, ce qui fait d'elle un chef-d'œuvre, c'est que cette extrême douceur, on a envie aussi de la rattacher à la Renaissance italienne. C'est vrai que les œuvres de Botticelli donc, datent à peu près de cette fin du XVe siècle. Et c'est vrai que notre sculpteur en France, il est en avance parce que on est très loin, vous voyez, de la dureté des traits, de la gravité des traits des sculptures du Moyen-Âge. Ici, il y a cette beauté idéale, cette beauté donc, qui est de grâce immatérielle. Et vous avez donc ici des éléments qui sont très travaillés, comme les cheveux qui sont ciselés,
et autour des yeux et de la bouche en particulier, vous avez en fait énormément de finesse, je dirais même de délicatesse. Regardez les longs doigts effilés, regardez cette ossature qui est finement notée au niveau des phalanges. Le morceau de bravoure étant le traitement des drapés de la robe et du manteau. Donc vous avez à la fois une manière de creuser le calcaire profondément, et puis parfois vous avez ces plages beaucoup plus lisses comme sur les genoux de la Vierge. Donc il y a cette alternance entre quelque chose de très véhément et quelque chose de très moelleux à la fois. Donc j'ai dit que c'était du calcaire, c'est important de parler de cette matière. Donc on voit bien que le sculpteur fait preuve d'une maîtrise exceptionnelle à creuser donc profondément le calcaire. Et on voit très bien aussi les traces laissées par les outils, volontairement d'ailleurs. Donc on a des mains très lisses, mais quand il s'agit de traiter de la fourrure, comme c'est le cas ici, eh bien vous voyez en fait ces gouges qui viennent donc s'enfoncer dans cette matière calcaire. Tout à fait. Et vraiment, quand on la voit ici de dos, parce qu'il faut bien dire que ce groupe sculpté est fait pour être montré de face, le dos n'était pas du tout donc abouti, et on voit quand même donc ces passages voilà, de ce qu'on appelle les gouges ou autres ciselés. Donc tout ça pour dire que ce groupe sculpté dans l'attitude, dans le drapé, donc annonce des temps nouveaux. On est vraiment à la fin du XVe siècle et on sent très bien que le Moyen-Âge lâche. Oui, exactement. Et alors, en fait, c'est intéressant de vous parler de l'histoire de sa restauration, parce qu'on vous a montré des photos où elle est magnifique, elle est sublime, mais elle n'a pas toujours été comme ça. Et d'ailleurs, on a des photos de comment elle était avant. Attention les yeux, regardez, Notre-Dame de Grâce. Là, on se dit qu'il y a eu quand même du travail, parce qu'on voit qu'elle a des croûtes noires partout sur le visage. C'est assez impressionnant de la voir comme ça, même l'enfant, l'ensemble, tout était noir, parce qu'elle n'était pas forcément dehors, mais elle était exposée dans des galeries qui étaient ouvertes, où il n'y avait pas de vitres, et donc finalement elle était peut-être protégée de la pluie, mais pas du tout de la pollution ou de la pollution atmosphérique. Il a vraiment fallu attendre, quand elle était au musée, les années 1930 pour qu'on mette des vitres au niveau des baies où elle était exposée, pour enfin fermer la salle. Non, même pas 1930, 1980. 1980, vous imaginez, c'est il n'y a pas si longtemps que ça qu'on l'enferme pour pouvoir la protéger de l'air et de la pollution, des variations climatiques. Mais bon, le mal était déjà fait, elle s'était retrouvée complètement noire, illisible, et donc on a eu envie de la restaurer, évidemment. Alors il faut savoir que sa restauration est très complexe. Déjà pendant tout le XXe siècle, il y a eu plein de tentatives de nettoyage, mais pas avec les bonnes techniques. Du brossage, du grattage, mais qui n'ont fait que contribuer à la perte de la polychromie de l'œuvre. Et il a fallu attendre 2002 pour qu'une équipe de scientifiques, un peu les sauveurs, arrive et propose en fait une restauration très très précise qui va durer entre 2 et 3 ans, avec toute une équipe, beaucoup d'acteurs qui seront impliqués, les conservateurs du musée de Louvre, les conservateurs des Augustins, mais évidemment aussi des membres du Centre de restauration et de recherche des musées de France, qu'on appelle le C2RMF. C'est un centre extrêmement important, des spécialistes de la pierre et de la polychromie. Bref, tout ce grand comité s'est réuni pour proposer donc une restauration avec les restaurateurs aussi du musée. Et donc ça, c'était très important parce qu'on a pu avoir des précisions sur l'œuvre grâce à ça. On a pu retrouver la polychromie d'origine et on a surtout découvert qu'il y avait eu plusieurs repeints. Elle a été repeinte plusieurs fois et ça, on va vous en parler. Mais il est vrai qu'on l'a montré régulièrement en cours de restauration. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que, comme sur cette photo que vous pouvez voir, on a donc une phase avant-après. Oui, c'est passionnant. Et voilà, qu'on a montré régulièrement au public. Alors, c'est vrai qu'on peut à présent s'appuyer sur ce dessin. Ce dessin qui est très coloré, mais qui vous donne donc une idée très fidèle de ces couleurs d'origine. Donc, vous voyez comme les contrastes sont importants avec une saturation des couleurs, parce que dites-vous bien que les églises n'étaient pas éclairées par l'électricité, quelques bougies, quelques cierges parfois, et donc qu'on les couvrait de couleurs pour qu'on puisse les voir un peu dans ce contexte obscur. Donc c'est vrai que vous notez le manteau qui est blanc uniformément, voyez le décor de perles de l'encolure orné de pierres ou de verres colorés. Et puis, il y avait des petites étoiles dorées sur la robe bleue, avec d'autres dorures qui sont les dorures des cheveux du livre ou de la couronne. Et notez en ce teint très pâle, rehaussé de joues roses, avec donc également une gamme qui est le bleu-blanc-or pour la Vierge. Ça, c'est une tradition du Moyen-Âge. Oui, donc en fait, c'était vraiment important de vous montrer ce dessin qui nous propose en fait finalement ces couleurs d'origine. Oui.
tout à fait, c'est vrai. Et il y a, comme Marthe vous l'a dit, 4 repeints. Pourquoi est-ce qu'on se met à la repeindre? Ça correspond entre le XVI et le XVIIIe siècle à des rénovations architecturales de l'ensemble du couvent des Jacobins. Le couvent voulait faire peau neuve, alors on allait donc ripolliner un petit peu toutes les œuvres qui se trouvaient dedans. Voilà. Et en fait, on va voir que finalement, on n'a pas toujours été fidèle à ces couleurs-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va vous montrer des simulations en fait ordinateur qui reproposent les couleurs parce que quand on l'a restauré, on a gratté et on a enlevé les différentes couches picturales. Et en fait, on s'aperçoit vraiment tout ce qui a été réalisé effectivement depuis le XVIe siècle. Voilà, c'est tout un ensemble de strates. Donc, que l'on va comprendre. Alors, premier repeint. Voilà, le premier repeint, c'est au XVIe siècle. Donc, en fait, on se rend compte que c'est juste après sa réalisation, 50 ans après sa réalisation. L'idée, c'est peut-être juste, un peu de la repimper, de nettoyer finalement un petit peu peut-être la peinture, mais de garder la même gamme chromatique. C'est juste raviver la polychromie d'origine. Quand on dit polychromie, c'est le terme scientifique pour parler de couleur, bien sûr. Mais c'était peut-être un nettoyage un peu agressif, ce qui a contribué à abîmer l'ancien. On s'aperçoit aussi que les étoiles ne sont pas reprises, on les distingue à peine. Donc voilà, c'est des choix qui ont été faits parfois. Et puis la carnation est refaite, mais un peu plus marquée. Les joues sont plus roses. Il y a des réaux beaucoup plus puissants ici de couleur. Voilà. Deuxième repeint. Voilà, deuxième repeint, nous sommes cette fois au XVIIe siècle. Et là, il y a une rupture stylistique donc, avec les couleurs d'origine. Puisque le manteau de la Vierge, de blanc, il devient rouge. La tunique de l'enfant, de rouge, elle devient jaune pâle. Le livre, en fait, il est traité de 2 manières différentes, ce qui nous fait comprendre que justement cet objet n'était pas bien compris, puisque finalement il n'a pas les mêmes motifs d'un côté à l'autre. Alors qu'on l'avait dit, c'est une chemise de livre, donc c'est vraiment unique. Voilà, une chemise de livre, c'est intéressant de préciser que si la partie qui est sous le bras de la Vierge est flottante, c'est que le livre, il était porté en le glissant sous la ceinture. Donc on pouvait marcher en ayant un livre sur soi. Voilà, je ferme la petite parenthèse. Donc c'est important de vous dire également que le visage de la Vierge est beaucoup plus orangé donc, dans ce deuxième repeint. C'est pas fini. Et ça continue. Et attention, encore les yeux, parce que là, c'est très flashy. Là, c'est la modification est considérable. Où on s'éloigne encore plus des couleurs d'origine. Là, on se retrouve avec des bandes rouges et vertes sur la housse du livre et la tunique de l'enfant, comme si c'était le même tissu. C'est un petit peu intéressant. Il y a un quadrillage aussi sur le revers du manteau de la Vierge. Bon, voilà. Et puis, on a aussi un maquillage qui est beaucoup trop fort, des lèvres peintes en rouge vif et un trait noir qui borde ses paupières supérieures et des sourcils très foncés. Donc là, elle change complètement. Oui. Et il se trouve qu'il y a un dernier et 4e repeint au XVIIIe siècle. Donc c'est dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. On peut le dire parce qu'en fait, on a découvert le bleu de Prusse et on sait qu'il apparaît donc à ce moment-là en France. Ce pigment n'apparaît précisément que vers 1715. Donc ça nous permet de dater ce 4e repeint. Donc cette fois-ci, la palette de couleurs est bien plus restreinte. Il y a donc ce gris-blanc, l'ocre jaune, le bleu et le brun. Et la volonté de revenir à certainement ces couleurs d'origine, mais en beaucoup moins délicat. Puisque vous avez donc une robe bleue, un manteau blanc, une doublure jaune qui remplace l'or et des yeux brun-noir avec d'épais sourcils marrons en forme de fer à cheval, ce qui durcit complètement les traits du visage. Et enfin, et ça c'est le clou du clou, la Vierge devient brune et l'enfant aussi. Donc une polychromie qui est tout à fait simplifiée, mais cette nouvelle couche de peinture ne fait qu'alourdir l'œuvre. Et c'est vrai que ça vient épaissir donc ce groupe. Et donc on a des effets d'empattement que l'on pouvait profondément regretter. Mais en tout cas, on voit que selon les modes, la Vierge a un tout autre look à chaque fois. Oui, c'est vrai. Alors, le choix de la restauration, justement, c'était quand même d'enlever tous ces repeints qui sont très maladroits et de revenir à la polychromie originale. Déjà, on s'est aperçu qu'elle était très adhérente sur la pierre. Peut-être que les multiples repeints ont protégé la polychromie d'origine. Mais donc, finalement, c'était possible de retrouver la première couleur qui était vraiment la palette chromatique médiévale. Mais bon, comme on vous l'a expliqué, c'est une restauration qui a été très longue. Il y a eu beaucoup d'interventions, scalpel, solvant, loupe binoculaire, laser. Bref, tout a été fait, mais c'était important, évidemment, de faire une belle restauration. Mais on vous l'a dit, quand on a parlé des mains de l'enfant, on a
on recrée pas quand on restaure, on n'a pas repeint non plus hein, par rapport à comment c'était au début. C'est important dans une restauration de respecter un code déontologique très strict hein, qui dit que tout doit être réversible. On peut ou on doit pouvoir enlever ce qui a été fait si à un moment on change de méthode. Il y a une volonté de compatibilité avec les matériaux qu'on utilise. Il faut faire attention d'utiliser des matériaux qui ne vont pas altérer la pierre ou abîmer encore plus la polychromie. Donc c'est un vrai travail de chimiste. Et puis il y a la volonté de rendre l'œuvre plus lisible. C'est le but. Il faut vraiment créer une unité esthétique, mais on ne complète pas, on ne refait pas. On harmonise finalement. En tout cas, vous avez son extrême sensibilité, son modelé qui lui a été restitué suite à ces belles restaurations. Mais il faut dire qu'avant les restaurations, même sous les 4 couches de peinture et sous la crasse, elle était émouvante. Elle nous touchait quand même. Donc, suite à cette restauration, bien sûr, elle est rayonnante. Et elle est cette œuvre majeure des collections du musée des Augustins. Elle est une des plus belles vierges gothiques qui soit. Tout à fait. Alors pour conclure. Oui, on a quelques points juste pour terminer cette conférence et c'était important de vous dire que quand même avec Isabelle on a un petit peu enquêté pour trouver d'autres vierges à l'enfant assez semblables à la nôtre. Eh bien il n'y en a pas, tout simplement. Nul n'a son innocence, sa douceur, sa fragilité et aucune autre vierge à l'enfant ne trouve cette position d'opposition, complètement on peut le dire, hein, vraiment ce mouvement où tout les oppose. On a l'impression en fait d'avoir une mère qui est déjà fatiguée et épuisée par son enfant. C'est peut-être une manière assez moderne de nous parler de la maternité finalement et c'est ça qui nous touche. Et donc c'est tout à fait ce qui la rend unique. Et lui aussi. Alors on ne sait pas qui était le sculpteur, maintenant vous êtes au fait, mais c'est vrai qu'on peut se dire qu'il a pris des risques. Il est un petit peu en roue libre et au risque peut-être même de déplaire parce qu'on ne sait pas comment l'œuvre a été reçue à la fin donc du XVe siècle. Et c'est vrai qu'il a cette audace de nous la montrer donc pleine de troubles alors qu'on imagine une vierge sereine, stable comme ça qu'on et est habitué tranquille. à voir. Et voilà. Or là, donc il nous parle comme s'il nous parlait d'une nouvelle histoire, une vierge qui est pleine de troubles, qui est pleine de doutes. Et c'est vrai qu'il nous la montre terriblement humaine. Oui, tout à fait. On a eu la chance aussi de pouvoir s'appuyer sur les très belles photos de Daniel Martin et on tenait à vous le dire. Oui, parce qu'on a pu voir vraiment Notre-Dame de Grâce sous tous ses angles avec des zooms assez extraordinaires et ça c'était important. Oui. Voilà. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis et puis on vous dit à bientôt pour une prochaine conférence. À bientôt. Au revoir.